Il y a beaucoup de journalistes en mer qui m'ont appelé en me disant tu t'es pas un peu foutu de notre gueule en disant que tu voulais juste finir le Vendée Globe. Mais non, pas du tout. Vraiment, l'intention c'était de finir ce Vendée Globe et c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est un départ assez magique quand même. Il y a eu beaucoup de monde. C'était vraiment le départ que j'imaginais des Vendée Globe précédents. Tu pars de chez toi en botte et en ciré. Tu vas à la rencontre des journalistes qui commencent à te poser des questions. Tu sens les larmes monter. Ils te posent des questions sur Chiffon, ils te posent des questions sur ta famille, ils te posent des questions sur ta course. Puis ensuite, tu attends tout en haut du ponton avec de la musique où on attend qu'on dise ton prénom pour pouvoir enfin descendre sur le ponton, filmer, etc. Ce qui n'est pas trop ma personnalité en vrai. Et ensuite, tu n'as que 10 minutes pour dire au revoir aux officiels, à tes partenaires, à ton équipe et à tes proches, alors que tu sais que tu vas partir pour un tour du monde. Et en vrai, ça c'est très difficile. Une fois ce moment très chargé d'émotions passé, là tu embarques sur ton bateau et là en fait tu te retrouves dans la foule du chenal. Et là c'est un instant magique quand même. Et là par contre tu vois quelques-uns de tes amis qui te réservent encore quelques surprises, donc ça fait remonter un peu d'émotion. C'est une claque, mais un souvenir vraiment positif que de traverser ce chenal au moment du départ. Et puis là, tu passes le phare vert et d'un coup, il n'y a plus de bruit, la foule est derrière toi. Là, tu vois l'océan devant toi et tu te dis, bah, ça y est, il va falloir y aller. Dans quelques heures, je suis tout seul à bord du bateau. Dans quelques heures, je suis en course et ça va être à moi de jouer. Ça y est, tout seul. Dès le départ du Vendée Globe, c'était vraiment magique, c'était incroyable, le chenal, tout ça. Je sais que j'ai plein de cadeaux dans mon téléphone et dans le bateau que j'ose pas ouvrir. Trop d'émotions, je vais essayer de faire passer un peu ça. En tout cas, merci à tous. C'était un moment incroyable. C'est difficile de s'imaginer qu'on revient à la maison dans 2 mois et demi. Allez, bonne nuit à tous, merci beaucoup. C'est beau à bord de Montibreuil, ça accélère petit à petit ça risque de se renforcer un peu au Cap Finistère. On va changer de voile, on va faire un peu de sport. La nuit a été plutôt paisible et ça fait du bien pour essayer de se remettre de tous ces moments magiques du départ. J'ai du mal à enlever ces images de la tête. C'était une première descente de l'Atlantique Nord assez stressante, même si les conditions étaient relativement faciles. Pour moi, le départ du Vendée Globe, c'est un peu comme la grille de départ en Formule 1. Et puis, la descente de l'Atlantique, c'est l'accélération jusqu'au premier virage. Il faut réussir à bien se positionner. Donc c'est vraiment important de se mettre tout de suite dans la course, de ne pas se laisser distancer, de rester au contact des premiers, garder le rythme. Tu as toute l'euphorie, les émotions du départ de la course, donc c'est difficile de dormir, de s'alimenter. Il faut réussir à se canaliser un petit peu. Je me suis fait vraiment violence mentalement pour juste pas être avare sur les manœuvres, mes analyses météo, etc. Ce qui m'a permis tout de suite d'être dans le match au contact des leaders. 7,
l'impression de voir de nuages d'orage, mais dès qu'on sera bien dedans, ça va venir. En tout cas, le vent a quand même bien molli. Et nous sommes au près. Et nos petits copains sont là-bas, sous le vent, un peu plus à l'ouest. C'est toujours un peu une petite loterie. On essaie de faire les savants, mais en fait, on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas. Voilà. Mais bon, je pense qu'on n'a pas une position risquée. C'est très bien comme ça. Bienvenue à bord de l'IMOCA Groupe Libreuil. Voilà, on est dans le groupe de tête. Les copains sont par là, un peu plus à l'est. Et ça fait plaisir. Là, on est déjà à 3 degrés sud. J'ai même pas remarqué cette nuit qu'on avait passé l'équateur, dommage. C'est pas la petite vidéo traditionnelle où on met le téléphone à l'envers. Dommage, je dormais. Mais écoutez, tout va bien à bord. Le poteau noir s'est plutôt bien passé. Voilà, là c'est plutôt cool. Là je pense qu'on a encore 2 jours tranquilles comme ça, un peu technique à faire avancer le bateau. Il faut en profiter un maximum. Et après il va falloir attraper le train des dépressions qui vont nous pousser jusqu'en Afrique du Sud. Là ça va être un moment beaucoup plus engagé après. Dès qu'on a réussi à arriver vers Rio, en fait, on a attrapé un train de dépression qui nous a emmenés jusqu'aux portes de l'océan Indien. Et là, on a descendu l'Atlantique Sud en 3 jours. Enfin, je sais même plus. On s'est fait téléporter de Rio jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. C'était incroyable. À bord de Groupe Libreuil. Le bateau est à 24 nœuds de moyenne à peu près. Et on chasse une dépression. Voilà, on a pris le train. Et le but c'est d'y rester le plus longtemps possible. Elle nous amène vers l'océan Indien. Je savais que c'était un moment charnière où il fallait vraiment essayer d'accélérer pour rester devant le phénomène météo. Là, j'ai pas vu le jour une fois, enfermé dans le bateau, à faire avancer le bateau le plus vite possible. C'était inconfortable, ça tapait, c'était bruyant. On a battu le record de vitesse sur 24 heures en solitaire, en monocoque. On a le record absolu avec 615 000. On vient de passer le cap de Bonne-Espérance à bord de Groupe Libreuil. Content Adélie, ça veut dire que là, on a déjà fait un océan, donc quasiment un tiers du Vendée Globe. C'est déjà un gros morceau de fait. Voilà, on est 29 novembre à 18h25 TU. Le Groupe Libreuil franchit le cap de Bonne-Espérance en 3e position. C'est beau ça! Et je redoutais surtout à ce moment-là l'abandon, ce qui m'est arrivé il y a 4 ans, ce qui m'est arrivé pendant The Ocean Race. J'avais vraiment envie de passer le cap de Bonne-Espérance et de traverser l'océan Indien. Et bon, tout s'est passé correctement, donc c'est parfait. Les portes de l'océan Austral, c'est un peu comme le premier virage à gauche. Dans l'océan Austral, il y a des dépressions qui partent vers l'est. Et en fait, plus tu es positionné en avant, plus tu vas réussir à prendre une dépression rapidement, ce qui va t'emmener vers l'est, ce qui va t'aider à traverser l'océan Indien. Et en fait, si tu as déjà un petit train de retard à l'entrée du virage, ça veut dire que potentiellement, tu ne vas pas prendre la même dépression que les leaders. Tu vas déjà te retrouver derrière ce phénomène. Et donc là, les écarts vont se créer, l'élastique va se tendre et à un moment, il va complètement casser et c'est terminé. Voilà. Et là, en fait, si tu as 50 000 de retard, ça va se transformer en 100 000, puis 200 000, puis après, ça n'arrêtera pas de grandir. L'océan Indien, c'est pourri. Comme dit Michdej, ça tire des flèches dans tous les sens.
mer est hachée, tu as du vent, il commence à faire froid. Les dépressions sont quand même solides et tu commences vraiment à être loin de chez toi, quoi. Là, on va passer dans la soirée au nord des îles Crozet. Je pense que d'un point de vue météo, il y aura une décision assez importante à prendre pour savoir si la prochaine dépression veut l'attaquer un peu plus en son nord ou alors on veut la laisser passer sur nous. La laisser passer un peu sur nous et rester sud, ça veut dire qu'on aura des vents de toute façon forts, mais des vents un peu plus face à nous. Alors que si on décide de remonter nous un petit peu au nord, se positionner par rapport à la dépression, on sera dans des vents un peu plus portants. Ce sera peut-être plus agréable en tout cas à passer comme moment. Là, c'est une décision qui est à prendre plus ou moins maintenant, mais quand je vois mes deux copains là, Johan et Charlie, ça a l'air d'aller tout droit. C'est cette dépression où on est resté très sud avec Charlie. À ce moment-là, la partie la plus importante, c'était de réussir à rester devant cette immense dépression le plus longtemps possible, donc c'est-à-dire tirer sur le bateau pour essayer de se faire accompagner le plus loin possible vers l'est. Et là, j'ai fait un peu une petite erreur quand même parce que j'ai mis le pied sur le frein en pensant préserver le bateau. Hop, il y a déjà 35 nœuds. Je vous emmène prendre un riz avec moi. Petite balade sur le pont. L'eau est glacée. Là, le vent monte à 35 nœuds déjà. J'ai remonté un petit peu de foil pour éviter que le bateau s'envole et tape trop les vagues. C'est une mission, hein. Alors, tiens un peu le bateau pour vous montrer à vue. Ça devrait grossir encore un peu. C'est magnifique. Dans cette petite bateau. « 40 nœuds, 6-8 mètres de mer. Regardez celle-là, là. Regardez celle-là, la montagne. J'étais deuxième à ce moment-là et je me suis dit il faut calmer le jeu, il faut pas oublier l'objectif, il faut finir le Vendée Globe. Donc j'imaginais pas pouvoir rester devant cette dépression. Et en fait, il se trouve que j'aurais dû continuer de pousser le bateau et j'aurais jamais rencontré ce vent et cet état de mer, où j'ai rencontré plus de 60 nœuds de vent, donc plus de 110 km/h de vent, où j'ai rencontré plus de 10 mètres de vagues qui déferlaient. Voilà, en arrière de la DEP avec le Libreuil. Là, je suis assis sur ma manette devant l'ordinateur à l'intérieur du bateau. Il fait un froid glacial ce matin. Avec un petit plat, poulet teriyaki, nouilles chinoises. Voilà, il faut être prudent là pendant 15 heures à peu près. La mer est très formée. Ça va parce que la houle est assez longue. Mais quand je suis allé prendre un riz tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Voilà, on va approcher là de la zone des glaces dans 150 milles à peu près. Où il faudra empanner pour repartir un petit peu vers le nord-est et probablement faire plusieurs empannages le long de la zone des glaces. Difficile de faire aller plus vite le bateau parce que après les plantés sont très violents. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. Allez, salut, bonne app. En fait, ça m'a mis en difficulté presque de vouloir préserver le bateau. Et puis après, du coup, ça a fait que le bateau a été tellement secoué que j'ai
une partie de mon réservoir de gasoil qui s'est vidé dans 4 de mes 6 sacs de nourriture, ce qui a contaminé beaucoup de ma nourriture. Quasiment 1000 calories par jour, ce qui n'est pas rien. De la nourriture plaisir en plus, voilà, des sucreries, etc. Des choses qui sont pas forcément bonnes pour le corps, mais bonnes pour le mental. Ouais, quelques jours après, donc j'étais en arrière de cette grosse dépression et j'arrivais pas encore à être à 100% du bateau. J'essayais d'accélérer au fur et à mesure, mais je devais rester encore très prudent pour préserver le bateau. J'avais encore au moins 8 mètres de mer. Et j'étais en train de dormir, en train de me reposer, et là le bateau s'est couché. J'ai rien entendu, pas de choc, pas de bruit, Je me suis réveillé, voilà, bateau couché. Et puis j'ai essayé de le redresser, et là j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dans le comportement du bateau. Donc j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis une tête dehors. On a perdu le foil tribord. Au début je croyais qu'il était juste remonté, que c'était le bout de descente qui était cassé, mais non, c'était pas ça. Donc j'ai été vérifié sur le pont et en fait le foil était cassé au niveau du coude. J'ai pas non plus senti de choc. Alors est-ce que j'ai tapé un petit objet tout au bout du foil et le foil avait, je sais pas, et ça a emporté le foil, j'en ai aucune idée. En tout cas j'ai rien senti de flagrant, donc je saurais pas réellement l'expliquer. C'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et heureusement j'ai le soutien de mon partenaire, le groupe du Breuil et ma famille et de mon équipe. Et voilà, c'est assez raidasse quand même. Il restait plus de la moitié de la course à faire, je me suis dit ça va être horrible. Il me reste tout le Grand Sud à faire en bâbord à mur, une partie de l'Atlantique Sud en bâbord, je suis deuxième, je vais me faire rattraper et ça va être mentalement horrible. Donc je suis allé me coucher. Et puis je me suis réveillé 20 minutes, 30 minutes après et je me suis dit bon allez, maintenant c'est parti, on va se battre et on y va pour rien regretter. Ça va être dur parce que je vais voir les concurrents me rattraper. Il faut arrêter de regarder le classement, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Et puis moi, ça m'oblige du coup, vu qu'il n'y a plus cet apport de puissance, à régler les voiles différemment et à être vraiment actif sur le réglage des voiles pour maximiser la puissance de la carène, de la coque. Et je m'accroche. C'est incroyable, on est bientôt en Australie, on est quand même de l'autre côté du globe, de l'autre côté de la Terre. C'est incroyable de se dire ça, et en bateau en plus. Les 3 ou 4 jours qu'on suivit, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'océan Indien, les conditions n'étaient pas propices à accélérer. Et donc du coup, mes poursuivants n'ont jamais réussi à réduire l'écart tout de suite, ce qui, je pense, m'a permis ensuite d'avoir un train d'avance sur les phénomènes météo par rapport à eux, et du coup de conserver mon avance, même la voir grandir. Le Pacifique en fait, est arrivé assez vite. J'espérais vraiment avoir des conditions météo beaucoup plus sympas. Au contraire, c'était à fond tout le temps. La première moitié du Pacifique s'est fait en tribord à mur, donc sur le foil. Là, c'était super parce qu'on retrouve les sensations de notre bateau. 26 nœuds de moyenne sur 1 heure, non, 20, 21 nœuds de vent dans le Pacifique. Et en plus, il y a du soleil, regardez, magnifique, Zébulon. Il est mort de rire. Et le scénario c'est 9 jours, 10 jours. Allez, entre 8 et 10 jours pour traverser le Pacifique, ce qui est ultra rapide. Vivement le Cap Horn. Allez, je vous fais découvrir le Pacifique et le soleil.
passe en tête. Donc là, j'étais hyper content. J'ai savouré vraiment le moment présent. Yalla! En tête du Vendée Globe, à bord de Groupe Dubreuil. C'est bon ça! Ah, le vent a bien molli là depuis quelques minutes. Mais on va profiter de ce moment. On est encore tribord à mur jusqu'à demain et voilà, il faut en profiter là. C'est génial. La suite sera plus compliquée. Les poursuivants arrivent et après il y aura un peu de bâbord à la fin du Pacifique. Mais là, je boude pas mon plaisir. Yes! J'étais hyper content. J'ai savouré vraiment le moment présent parce que je savais que ça allait pas durer. C'était un joli pied de nez. Et puis, et la deuxième moitié du Pacifique, voilà, toujours des conditions de mer assez moyennes quand même, toujours enfermé dans le bateau. Et toute la dernière moitié du Pacifique, donc plus de 2000 milles en bâbord à mur, sur le mauvais côté, donc côté sans foil, où là j'ai vu Charlie et Johan partir, et ils m'ont mis quasiment 2 jours au Cap Horn. J'étais un peu frustré quand même. Mais bon, je continue à creuser l'écart avec les poursuivants, donc voilà, j'arrivais quand même mentalement à être suffisamment stable pour rester dans la course et rester motivé. Symbolique bien sûr, hein, c'est pas une marque de parcours mais qui s'appelle le point Nemo, qui est le point le plus éloigné de toute Terre. Environ, la première Terre est environ 2000 km, donc c'est pas le moment d'avoir une avarie, on est loin de tout ici. Ouais, au point Nemo, j'ai bien pensé à qu'est-ce qui se passe s'il y a un vrai problème. Même la station spatiale ISS est beaucoup plus proche de la Terre, elle est qu'à 400 km. Et à ce moment-là, en fait, effectivement, j'ai perdu les ogives de quille, donc c'est la partie, une forme géométrique tout en haut de la quille. Et là, je me suis dit que ça sentait pas bon du tout parce que ça, c'est potentiellement une cause d'abandon. Parce que là, du coup, si tu te retrouves avec trop de pression dans cette zone-là, peut-être que les trappes à l'intérieur du bateau vont éclater et là c'est parfait pour couler quoi. Et il se trouve que du coup j'ai eu vraiment peur à ce moment-là et là je me suis dit bon test décisif, j'ai fait accélérer le bateau le plus vite possible et là je suis parti à 32 nœuds, j'ai planté dans une vague le plus fort possible et j'ai regardé dans le bateau et tout allait bien, donc j'ai dit bon j'espère que ça va tenir tout le reste de la course. Cap Horn et j'ai 865 000 d'avance sur Thomas Ruyant, le 4e, quasiment Paris-Casablanca d'avance sur Thomas, ce qui est pas mal quand même. Là j'ai quand même réussi à bien dormir et j'en ai eu vraiment besoin, les conditions ont se renforcé là jusqu'au Cap Horn et il fallait vraiment saisir cette opportunité pour dormir. J'ai eu des conditions assez dures avant le Cap Horn, hein. J'ai eu 52, 54 nœuds moyens, je crois, avec une mer pas très agréable, hein, 6 mètres de mer au moins, je pense. Et en plus, c'était pas prévu que j'ai des conditions aussi fortes. Donc bon, c'était pas très cool. Passage de fond, 50 nœuds, la mer est blanche. Je suis troisième, 300 000 à peu près derrière les 300-400 000 derrière les leaders et 1000 milles devant les poursuivants. Donc je suis un peu dans le ventre mou de la course finalement, je fais ma propre course. On a une centaine de milles du Cap Horn, c'est incroyable. Merci à vous tous. Un moment fabuleux. Voilà, j'ai toujours rêvé de ça. Pas forcément d'être seul à Noël, mais c'est plutôt chouette. Écoutez, profitez bien, c'est incroyable. Le groupe Dubreuil est 3e du Vendée Globe, avec un passage du Cap Horn très prochainement. C'est juste
pour le cadeau de Noël, c'est quand même incroyable. Vous pouvez pas imaginer mieux. De franchir le Cap Horn, un bord de l'Imoca, groupe du Breuil. La ligne est passée 25 décembre à 9h09 TU. Yes! Et là, tu passes le Cap Horn et en fait, toute la mer qui vient du Pacifique est cassée par la cordillère des Andes, par Ushuaia, tout ça. Et en fait, tu te retrouves de l'autre côté, donc tu franchis l'Atlantique et là, c'est d'un coup mer plate. Voilà, du Breuil, Cap Hornier. Ah, c'est génial. Et là, tu peux sortir du bateau et toi, tu es encore avec tes petites voiles, la grand voile à riser, la plus petite voile possible devant. Et puis d'un coup, tu te dis, bon, bah, il va falloir tout remettre en place. Et tu commences à voir les montagnes se dessiner sur la partie nord et tout. Et là, c'est quand même assez magique parce que tu as l'impression en fait que d'un coup, tout s'arrête. Ouais, tu es dans des conditions un peu dantesques et d'un coup, tout s'est arrêté. Pour beaucoup de marins, c'est vrai, c'est un peu comme le dernier virage à gauche avant de pouvoir rentrer à la maison. Tu as traversé le plus grand océan du monde, tu as fait tout le sud. C'est un peu le moment où tu te dis, bah, ça y est, dernière ligne droite et on rentre à la maison. À la remontée de l'Atlantique, en fait, tu as l'impression que c'est fini, mais pas du tout. Il reste 20 jours de course, au moins. La météo est compliquée dans cette Atlantique Sud. Hein. Jusqu'au poteau noir, ça semble vraiment pas simple. Et quand tu remontes l'Atlantique, en fait, c'est plus du tout la même chose. Tu sautes d'un phénomène à un autre, sans pour autant les suivre. Tu les croises, en fait, jusqu'à ce que tu puisses attraper les alizés du sud-est. Mais pour ça, tu as encore 10 jours à remonter au près. C'est pas la partie la plus facile du Vendée Globe. Bonne année à tous! Voilà, groupe du Breuil, dans la Molle. C'est mou. Donc voilà, on n'est pas loin de Rio, toujours en 3e position. 1000 milles devant le 4e, 300 milles derrière le groupe de tête. Le vent devrait revenir cet après-midi, je l'espère, pour ensuite 3 jours de près. J'ai fait beaucoup de près, ce qui n'est pas facile sans foil. Et je m'attendais à ce que les poursuivants me rattrapent vraiment et que mon écart se réduise, passe de 1000 milles à 300 milles. Et en fait, il s'est à peine réduit finalement. Ça y est, tribord à mur. On est parti. Route maison. On va accélérer petit à petit. Du Breuil fait route vers le nord, route vers les Sables d'Olonne. Là, on est à 14 nœuds de vitesse. On devrait accélérer petit à petit. Et puis, allez, 15 jours, on est à la maison. Quand j'ai attrapé les alizés de l'Atlantique Sud, je savais que là, j'étais en tribord à mur et que globalement, j'allais encore augmenter l'écart. On approche de l'hémisphère nord à 0,07 milles. Et top! Ça y est! Groupe du Breuil. Groupe du Breuil dans l'hémisphère nord. Ça y est, on rentre à la maison. Et il y avait juste un petit point d'interrogation sur la fin de la course, c'est-à-dire entre les Açores et les Sables d'Olonne, savoir est-ce que je serais sur le bord avec le foil ou pas. Mais bon, normalement, l'écart aurait été suffisant. On est à 3 jours de l'arrivée, toujours en 3e position.
Voilà, on a les Açores juste derrière nous. Là, on a un petit peu plus de vent que prévu, ce qui est bon signe. J'espère arriver jeudi soir ou vendredi matin. En tout cas, j'essaie de profiter de ces derniers jours de course. Il m'en reste 3. Les 2 leaders vont arriver probablement cette nuit ou demain matin. Et nous, 2 jours plus tard. Voilà, ça a été une belle bagarre. En tout cas, félicitations à Charlie déjà. Je pense qu'il mérite largement sa victoire. J'aurais aimé me battre contre eux. J'en avais la motivation, j'en avais l'envie. Malheureusement, on n'avait pas les armes. Mais voilà, c'est comme ça. Un demi-tour du monde avec un seul foil, c'est déjà bien de faire 3e. Je pense qu'on peut être très fiers de ce résultat. Donc les derniers jours ont été vraiment longs. J'ai eu des conditions pour arriver assez sympas parce que j'ai eu des conditions assez légères. Voilà, à partir du moment où j'étais à 5-6 jours de l'arrivée, le temps était vraiment long pour le coup puisque j'avais qu'une envie, c'était de franchir la ligne d'arrivée, conclure cette belle 3e position et puis essayer d'en profiter avec tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet. Ça y est, on approche de la maison. On approche de la maison, regardez. Hop, on voit le bout de la Bretagne. Le plateau. Et ici, le plateau continental. Ça me fait plaisir de passer le plateau continental. Le fond passe de 4000 mètres à 100 mètres environ. C'est un peu comme un gamin à la piscine qui passe du grand bain au petit bain. J'ai l'impression d'être sauvé. On approche de la maison. Voilà, je vous montre un peu le paysage. Il nous reste un peu moins de 300 000 pour arriver au Sable d'Olonne. On va être au près. Voilà, et là on a mer plate. De ces derniers moments, il y a un peu de trafic maritime ici évidemment. On croise le rail des cargos, on va croiser des pêcheurs à l'intérieur. Voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de sentir la côte. Voilà, allez, un peu plus de 24 heures et on est à la maison. Ciao, ciao! Bravo Sébastien. Quand je franchis la ligne, c'est assez magique quand même. Il y a plein de monde autour de toi. J'ai pas reconnu les Sables d'Olonne. Les lumières, tout ça, j'ai pas trop reconnu. Il faisait super froid et j'étais hyper content et soulagé. La victoire, là, dans 4 ans, elle est pour nous. Allez, ça, c'est dit. Ça va être bien hein, cette nuit. Moi j'ai grand soif. Ah ouais? Ouais, j'ai grand Tu soif. vas voir, il y a plein de surprises. Ah. Et là, en fait, il a fallu attendre la marée haute. Donc, on s'est mis au mouillage dans la baie. Il faisait, je sais pas, moins 2 degrés, j'en sais rien. Il faisait super froid. Là, je suis passé de tout seul à 10 personnes dans le cockpit. Donc, c'était assez sympa. J'ai mangé une raclette à la bougie dans le bateau, des toasts au foie gras, au saumon, enfin, avec des bonbons entre les deux, enfin bon, bref. Et puis là, on m'a réveillé au lever du jour. Il y avait déjà plein de bateaux autour de notre IMOCA et on s'apprêtait à rentrer dans le chenal. Et là, c'était un moment vraiment magique pour moi.
entre 67 tours, 12h25 minutes 37 secondes. Troisième du Vendée Globe, Sébastien Flon, le groupe du monde. Allez, bravo. J'ai eu beaucoup d'émotions quand Charlie a passé la ligne d'arrivée, parce que je suis un compétiteur et moi j'ai envoyé à ce moment-là un message à Alex en disant moi aussi je veux ça, comme un enfant en fait. Moi aussi je veux gagner le Vendée Globe, c'est mon rêve ultime, c'est la suite de cette aventure. Là on est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel et Paul-Henri m'a envoyé un texto en me disant si tu le veux bien, on poursuit ensemble jusqu'en 2028 et pour moi c'était un moment magique. J'ai envie de faire encore mieux. Voilà, aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un projet sur les 4 prochaines années. On sait qu'on sera présent aux côtés du groupe Dubreuil pour 2028, au départ du Vendée Globe, avec dans l'idée de gravir ces 2 petites marches et de s'en donner les moyens. C'est pas pour autant qu'on est assuré d'y arriver, mais en tout cas, on va tout faire pour. Ça va être génial. En tout cas, merci mesdames et messieurs d'être là et chapeau à ces conditions. J'étais aussi stressé qu'au départ pour cette remise des prix, ce qui est assez étonnant, mais c'est l'opportunité de fêter cette 3e position une dernière fois, c'est un moment assez incroyable. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions, c'est avec un peu plus de légèreté évidemment, mais ouais, je sais pas pourquoi, j'étais un peu stressé au moment de la remise du trophée. Ça fait plaisir de revoir tous les concurrents. Remercier une dernière fois tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce projet, les partenaires, l'équipe et mes proches évidemment. Et ben, forcément, il y a un plus gros trophée derrière qui me fait bien rêver aussi et je pense déjà à la suite.